Eh bien, il y a 30 ans, pratiquement jour pour jour, les Allemands de l'Est rejoignaient les Allemands de l'Ouest. Et c'était un jour évidemment historique. Le monde a changé. Et pour parler de cet événement, André Berkoff reçoit Marc Geoffroy, écrivain, fondateur de la société d'édition phonographique France Productions et des éditions Souka et Diffusion. Et son livre, Le Mur de Berlin, Histoire et Chute, aux éditions Diffusia. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Évidemment, un moment historique, un autre moment historique, face au mur, le grand Rostropovitch, l'un des plus grands violoncellistes de tous les temps, jouait quoi déjà, Marc Geoffroy ? Je crois que c'est une musique de Bach. C'est ça, je pense que c'est Bach, mais oui. J'étais pas sûr. Je crois que c'est Bach, oui. Eh bien, devant évidemment tout un public, et qui ne se rappelle pas, c'est demain, samedi 9, un certain mur tombé, un mur au milieu de l'Europe. C'était le mur qui représentait effectivement ce que Winston Churchill avait dit bien avant, un rideau de fer s'est posé sur l'Europe. Eh bien, ce rideau de fer était en pierre et il s'est passé beaucoup de choses. Et eh bien, ce rideau de fer qui a été érigé en 1961 s'est effondré ce rideau de pierre, et s'est effondré en 1989, le 9 novembre 1989. Et Marc Geoffroy, je recommande vraiment votre livre aux auditeurs, parce que Le Mur de Berlin, Histoire et Chute, c'est très abondamment illustré, c'est très pédagogique, tout est raconté, comment tout l'environnement, ce qui s'est passé, même ce qui s'est passé après. Alors, je voudrais qu'on raconte très rapidement, malheureusement, on n'a jamais beaucoup de temps à la radio comme à la télévision, mais enfin, on peut faire des choses et surtout faire connaître ce livre et le faire lire. Marc Geoffroy, en fait, rappelez-nous, alors, ce mur a été construit par qui et pourquoi ? En fait, ce mur a été construit par les autorités est-allemandes dans la nuit du 12 au 13 août 1961, tout simplement pour endiguer, arrêter une hémorragie de forces vives qui, en fait, depuis entre 1949 et 1961, ce sont quasiment 3 millions d'Allemands de l'Est qui ont fui Berlin, mais aussi la RDA. 3 millions, oui, c'est énorme. Quasiment 3 millions, quasiment 3 millions. Et notamment, ce qui est intéressant de souligner, c'est que parmi ces 3 millions, ce sont essentiellement ce qu'on appelle les forces vives, c'est-à-dire la majorité des... Enfin, la majorité cadres, intellectuels, cultivés, étudiants, alors, etc. Voilà, parler des étudiants, parce qu'en fait, c'était la moitié avait moins de 25 ans. Ah oui, t'es les jeunes qui complètement, partaient. Complètement. Donc en fait, c'est très symptomatique. La RDA ne proposait pas d'avenir. C'était no future. Je rappelle que la RDA, c'était sous le régime communiste, afféodé à l'URSS de l'époque. Depuis 1945. Voilà, depuis 1945. Et alors donc, il y a eu en une nuit, ça a été érigé pratiquement. Alors ça avait été préparé. Alors il y a eu des étapes. La première étape, c'était l'opération Rose pour préparer, parce qu'il est évident que du jour au lendemain, on n'emmène pas des... Enfin, si, physiquement, on le fait, mais bien entendu, il y a une préparation. Bien sûr. Et donc, vous imaginez, c'était... en fait, du jour au lendemain, c'était 150 km. Alors, dans les premiers temps, c'était pas un mur, c'était des barbelés. Et progressivement, il y a eu cette érection du mur. Et, 150 km. Oui, 150 km, parce que non seulement le mur était fait pour protéger, pour empêcher... endiguer, voilà. Oui. Mais, alors, non seulement séparant Berlin-Ouest de Berlin-Est, mais aussi séparant Berlin-Est de la RDA. Parce qu'il faut aussi rappeler, entre autres, à nos jeunes auditeurs, c'est que Berlin était dans la RDA, c'est-à-dire la République démocratique allemande, donc en secteur soviétique. D'accord. Alors, donc, le mur est érigé, on ne peut plus passer, et juste, parce que vous en parlez, et il y a des photos extraordinaires, c'est que quand même, ils ont utilisé les Allemands, moi je suis allé aussi à Berlin, on l'a vu, ce musée, le musée du Checkpoint Charlie, enfin près du fameux Checkpoint Charlie qui séparait les deux Allemagnes, et puis combien de fils vont été tournés là. Les subterfuges qu'ont utilisé certains Allemands de l'Est pour passer malgré le mur. Racontez. Oui, écoutez, là, l'imagination était vraiment fertile, puisqu'on a différentes... Alors, les premiers, c'était en fait des passeports qui étaient soi-disant perdus.
et qui était filé aux copains, entre autres étudiants. Il y avait toute une filière qui avait été mise en place pour qu'ils puissent passer, d'est en ouest. Et puis petit à petit, ça s'est affiné. Il y a eu des montgolfières, il y a eu des valises, bien entendu, des gens tunnels, mis dans des valises. Oui, je cite le cas dans le livre. C'est en fait deux valises qui sont deux valises qui sont collées et qui donnent l'impression que finalement il y a ce sont deux valises. Il y a en fait deux valises et finalement c'est une valise collée qui permet de dissimuler une personne. Et puis il y a aussi un cas qui est j'allais dire qu'on peut dire amusant parce qu'en plus il a réussi. C'est en fait un jeune, non pas autrichien, mais non pas allemand de l'Ouest, mais un jeune autrichien qui était amoureux fou de cette dulcinée. Et donc il a trouvé après de longues recherches une voiture qui permettait en fait de passer sous les barrières. Et donc il a bien préparé son coup. Et donc il a emmené non seulement sa dulcinée, mais également sa belle-mère. Donc tout le monde était caché dans la voiture. Alors qu'il amène sa belle-mère est un témoignage d'héroïsme qui sera reconnu dans l'histoire. Marc Geoffroy, alors, donc il y a eu ça du 61 et donc 89, ce qui fait 28 ans, quoi, pratiquement 28 10 315 jours. 10 315 jours, c'est énorme, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et en fait, alors racontez-nous les circonstances de... Après, il y a eu Gorbatchev, il y a la Hongrie, il y a eu tout ça, il y a eu... Et qu'est-ce qui a décidé ? Qui a décidé avant d'aller taper sur de commencer à... En fait, il n'y a pas eu de décision, il y a vraiment eu des faits. Je cite en fait, parce que... Voilà, moi je me suis très intéressé bien entendu à cet événement et en fait j'ai suivi quasiment heure par heure le jour du 9 novembre parce qu'en fait ça part d'un quiproquo. Monsieur Gunther Schabowski qui est le porte-parole du régime doit présenter des nouveaux plans de visa pour pouvoir éventuellement permettre à certains, pas tous, parce que c'est restreint à des possesseurs de visa, c'est-à-dire 15% de la population RDA. Et donc, il y a un quiproquo parce que Schabowski n'est pas au courant des dernières mesures qui ont été présentées au Politburo. Et donc, il arrive avec ses documents, mais sans les avoir lus. Et puis, finalement, il y a une série il y a un engrenage qui fait qu'à 18h57, un journaliste italien dit, mais monsieur Schabowski, cette histoire de visa, comment ça se passe ? Et Schabowski dit, maintenant, les citoyens vont pouvoir aller voyager tranquillement à l'ouest. Ah oui, on donne les visas. Voilà, on donne les visas, mais il y a un journaliste qui reprend, qui dit, oui, mais ça c'est quand ? Et en fait, Schabowski n'était pas au courant. Il regarde ses notes un peu. D'ailleurs, on le voit sur les images. Je mets justement des QR codes dans le livre pour qu'on puisse regarder en même temps les images. Oui, c'est très bien. Vous avez du QR code, on peut aller aux vidéos. Voilà, donc regardez vraiment l'interview. Elle vaut son pesant d'or. Et on voit Schabowski qui est totalement décontenancé, qui regarde ses notes. Et donc, il ne sait pas. Donc, il dit tout de suite. Ouais. Donc, il est 18h57, 58. Et déjà, il y a un journaliste de société de presse qui va directement sur son téléphone. À l'époque, il n'y a pas de portable. Et en fait, il donne l'info. Et à 19h05, c'est-à-dire 5 minutes après, la dépêche est sur tous les téléscripteurs du monde entier. Et donc, à partir de là, l'Allemagne, la chaîne allemande, mais en premier, paradoxalement, la chaîne de l'Allemagne de l'Est, diffuse l'information à 19h30. En disant les visas, on peut y aller, on peut bouger. Ouais. À 20h, cette fois-ci, c'est la télévision ouest-allemande. Et puis, petit à petit, il y a une spirale, il y a un engrenage, et puis l'engrenage fatal qui fait que les Allemands, ça fait 28 ans qu'ils attendent, donc ils vont voir ce qui se passe. Alors, bien entendu, dans un premier temps, niet. Oui, les policiers sont là quand même. Oui. Mais bon, il y a une foule tellement intense qu'en fait, à 23h37 précisément, c'est le lieutenant-colonel Jäger qui commande l'un des postes frontières qui dit « Ok, allez-y, ouvrez les barrières ». Et là, on se souvient tous des images, bien sûr, avec non seulement les personnes qui franchissent ce poste, mais après, c'est la fête dans tout Berlin. Et je l'explique aussi dans le livre, parce que c'est une époque
extraordinaire. Enfin, oui, en fait, période pratiquement minuit, c'est vrai, et ça a été la nuit blanche la plus historique. Oui, non seulement ça, mais en plus, les Allemands de l'Est, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions, ils se couchaient tard. Donc là, ça a été vraiment l'occasion de faire la fête. Et puis les tonnes de bière, les hectolitres ont bien aidé à l'animation de la soirée. Mais c'est vrai, bon, voilà, on a tous en et ça a dû être la gueule de bois le lendemain. Est-ce que les Allemands de l'Est, d'après ce que... Ils s'y attendent, ils écarquillaient les yeux en disant non, c'est pas possible, parce que ils devaient se dire mais la police va revenir, peut-être les gens vont. Non, ils n'avaient pas peur à un moment donné. Non, pas du tout. Je crois que il y avait une telle ambiance, et puis surtout dès le lendemain matin, le gouvernement ouest-allemand accordait sans Deutschmark à toutes ces personnes qui venaient. Et puis, à 9h, 10h, les magasins, pour ceux qui n'avaient pas encore ouvert dans la nuit, ouvraient. Et là, les Allemands de l'Est, ils étaient ébahis parce qu'ils voyaient des Mercedes. Alors, effectivement, par rapport à leur Trabant qui rejetait de la poussière bleue et qu'ils avaient attendu 15 ans pour pouvoir la voir. Bon, ils regardaient ça avec des yeux écarquillés, les bananes, les oranges. Voilà, les bijoux. Et puis, petite anecdote aussi, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se vendait très bien, ce sont les magazines pornographiques, parce qu'à l'Est, il n'y en avait pas. Et oui, bien sûr. Playboy a marché du tonnerre de Dieu. Tout à fait, oui. Mais rétrospectivement, avec le recul, Marc Geoffroy, et encore une fois, vraiment, je recommande votre livre parce qu'il est pédagogique et très bien illustré et bien écrit, enfin bourré d'informations, et on peut consulter les vidéos ici. Aujourd'hui, rétrospectivement, effectivement, on peut le dire, ça a été la fin de l'Empire soviétique. C'est ça qui a marqué symboliquement. Bien sûr que ça avait commencé déjà avec la Hongrie et autres, mais symboliquement et effectivement, c'est là, quand même, qui s'attendait à ce que le communisme, enfin l'Empire soviétique en tout cas, s'effondre comme ça, sans effusion de sang, sans guerre, personne s'y attendait. Non, personne s'y attendait, mais il y avait eu quand même des avertissements. Je pense entre autres à un livre d'un dissident qui avait été écrit dès 1970, Andrei Amalrik. Je pense aussi à Emmanuel Todd, dont son livre paru en 1986 avait appelé ce livre La chute finale. Et donc il y avait déjà des prémices, et puis on savait quand même dans les milieux informés que la situation économique aussi bien de l'URSS que de l'Allemagne de l'Est était plus possible. Et en plus, sous perfusion des subsides de l'Allemagne de l'Ouest. Oui, c'est vrai, déjà. Non, c'est ce qui est extraordinaire, c'est vrai, et ça reste encore, on n'a pas encore analysé toutes les conséquences, et on les vit, toutes ces conséquences, on en reparlera. En tout cas, ce que je voulais dire, je recommande encore une fois ce livre, je le répète, et je trouve que c'est extraordinaire qu'après tous les massacres de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, pour une fois, cela s'est passé tout à fait pacifiquement et dans la fête. Merci André Berkoff, merci Jacques Geoffroy. André, on se retrouve mardi dans tous vos états, comme d'habitude. Et puis, dans quelques instants, on retrouve Jacques Pessis qui reçoit François de Closet dans Les Clés d'une vie. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.